j'ai une petite question pour commencer. Donc là, on voit que l'Europe, ça fait depuis quelques années, ils sont plus sensibilisés, on va dire, à la sécurité. Donc on a vu GDPR, il y a Nice 1, Nice 2, il y a Dora qui va arriver en 2025. Oui. Donc pour toi, c'est quoi le déclencheur? En France, on était environ 300 entités qui étaient impactées par le NIS. Aujourd'hui, ça explique aussi le but ou la base de... Pourquoi on fait tout ça en fait? On fait tout ça. Le coût d'une cyberattaque, le coût moyen d'une cyberattaque, selon les rapports, selon IBM, coûte 4 millions d'euros. En France, elle est de 4 millions d'euros. C'est énorme. Le coût de la cybersécurité, la cybermenace, selon le Conseil de cybersécurité européen, est élevé 5 milliards, 5500 milliards. Dans le monde. 2020, dans le monde. Depuis les années 60. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Unify, la chaîne qui vous parle business, tech et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Comme d'habitude, je suis avec Abdelmoumen, comment vas-tu? Très bien, je fais partie des meubles, ne me présente Oui, plus. non, Ah, je vais c'est pas bon. te présenter, Non, mais non, j'espère que tu es prêt. Parce qu'aujourd'hui, on va C'est parler... du lourd. Ouais, attache ta Gros, c'est ceinture, du lourd. écoute bien. On va parler de législation européenne, on va parler de Nice, on va parler de Dora, on va parler de Interpol. Et on va voir comment casser le paradigme avec du pragmatisme. Oula, J'adore cette phrase. Parce que Mais tu me c'est dis notre qui te l'a appris. C'est notre C'est qui invité te l'a du appris jour qui me l'a appris en fait. Ah, Ismaël, comment vas-tu? Je vais bien, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. bah, bienvenue Smaël, ça fait plaisir de t'avoir. Merci, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Eh les gars, ça fait 12 ans qu'on s'est s'est pas vu. Ouais, effectivement. Écoute, Bon, toi, je te vois tout le temps, mais... Ah, bah les deux, les ça deux. fait 12 ans. Ça fait Ouais. longtemps. Ouais. Alors En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Et Ah, c'est clair, c'est d'échanger clair. aujourd'hui sur un Bien sujet sûr. très passionnant, Bah oui, pour lequel je pense que... Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de tu choses peux à nous apporter dire. beaucoup de choses. Hein. Beaucoup d'informations, on va essayer de vulgariser au maximum. Bien sûr. Et dire ce qu'on pense, et essayer aussi d'aider dès maintenant toutes les sociétés qui seront impactées, même C'est clair. pour avoir des informations, on est là. Bah c'est clair. Bon, avant tout, on a une tradition ancestrale, comme on dit toujours. Toujours. Il faut que tu te présentes, c'est ta D'accord. société. Allez, je te laisse le micro. Ok, très bien, merci. Donc moi, je suis Ismaël Boudiban, je suis directeur cybersécurité chez Grant Thornton. Grant Thornton, c'est un cabinet d'audit et de conseil. On est un réseau mondial et en France, on est pratiquement plus de 2000 personnes. On est présent en France sur 24 bureaux. D'accord. On fait plusieurs métiers, 6 métiers principalement. On a le métier du finance, de l'audit, du conseil financier, de l'expertise conseil, du juridique, du développement durable et du conseil en risque et de l'outsourcing. Et d'ailleurs, moi je fais partie de la cybersécurité, je fais partie de cette BU. C'est un large panel d'offres. Et Effectivement. on t'a appelé pour ça, justement. Effectivement, donc ce qui nous permet aujourd'hui chez GT de travailler d'une manière intégrée pour répondre à tous les besoins des clients. Donc on intervient sur tout type de clients, de tout secteur confondu, Et sur la cybersécurité, aujourd'hui, dans le monde, on est plus de 600 personnes. On est répartis un peu plus partout dans le monde pour couvrir toute la plage horaire. Principalement en France, on est des équipes de spécialistes, il n'y a pas le mot expert, mais des spécialistes Ouais, faut le dire. Hein. qui ont beaucoup vécu et ont des vécus, qui ont travaillé en interne, qui ont déjà fait du conseil pour offrir aujourd'hui du conseil sur mesure à nos clients et du pragmatisme. Bah oui, tu vas Beaucoup nous en de parler. pragmatisme. Alors, aujourd'hui, donc, on va commencer déjà de comprendre la genèse de tout ça. Hein. En fait, pourquoi on va parler principalement du Nice 2. Donc, pourquoi pourquoi l'Europe a voulu mettre ça en place. Donc, Nice 2, on va voir quels sont les objectifs, quels sont les secteurs qui seront impactés Et ouais. par cette législation, on peut dire ça? Oui, c'est une législation, c'est une loi. Voilà, on va dire que c'est une loi. On va voir aussi quelles sont les mesures qui sont prises par les sociétés techniques et budgétaires. L'impact, ouais. Voilà, on va voir l'impact effectivement sur les sociétés. Ensuite, voilà, on va enchaîner un petit mot sur Dora. On va voir quelles sont les sanctions aussi. Bref, Ismaël va nous expliquer tout. Du coup, j'ai une petite question pour commencer. Donc là, on voit que l'Europe, ça fait depuis quelques années, ils sont plus sensibilisés, on va dire, à la sécurité. Donc on a vu GDPR, il y a Nice 1, Nice 2, il y a Dora qui va arriver en 2025. Oui. Donc pour toi, c'est quoi le déclencheur?
En fait, le déclencheur, il y a deux points. Déjà, il faut savoir que la première législation européenne, c'est Nice 1 d'un point de vue cybersécurité. Elle existe en France depuis assez longtemps, depuis 2018 déjà. Et Nice 2 est né des constats du Nice 1, mais aussi de l'évolution du système, de tout l'écosystème européen d'un point de vue cybersécurité. On rentre dans un nouveau paradigme. En réalité, on rentre vraiment dans un nouveau paradigme. Quand je parle des jeunesses, la jeunesse de Dora, c'est vraiment lié au constat de Nice 1, parce que Nice 1 était dédié sur des secteurs d'activité bien définis, d'accord ? Mais il manquait quelque chose, il manquait des critères plus précis pour sélectionner les sociétés qui seront impactées. Après, il y avait aussi entre les législateurs, en France par exemple, c'est lancé, de sélectionner certains types d'entités. En France, on était environ 300 entités qui étaient impactées par le Nice 1. Sur le Nice 2, on va passer à environ 10 000 entités. D'accord. 10 000 ? Oui, peut-être plus. Parce que les secteurs d'activité, on passe vers 18 secteurs d'activité. On va les voir par la suite. D'accord. Après, pourquoi Nice 2 ? Nice 2 vise à renforcer la cybersécurité au niveau européen, d'harmoniser aussi la communication entre les entités européennes. Il va aussi amener un peu plus du punch et du pouvoir pour les RSSI, parce que c'est les directeurs, c'est le conseil de direction qui sera responsable demain de la validation des risques, et ils ont aussi un devoir de se former. C'est-à-dire que là, sur ce que tu es en train de dire, c'est super intéressant parce que tu as parlé de Nice 1. Oui. C'est un peu, on va dire, le petit frère de Nice 2. Et c'est un peu les prémices. Ouais, c'est la V1. C'est les prémices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis une entreprise. J'ai été impacté par Nice 1. Je fais partie des 300 entreprises, par exemple. Est-ce que le passage vers Nice 2, ça va être, on va dire, ça va être plus smooth, plus simple en termes de formation, en termes de aussi investissement, parce que ce que j'ai investi, est-ce que ça va être quelque chose de réutilisable que je pourrais éventuellement réutiliser pour Nice 2, ou je vais repartir from scratch? Non, on ne repart jamais from scratch. Sur les 300 entités, on connaît quelques-unes de ces sociétés, et ils sont déjà à un niveau de maturité. Soit par rapport à l'accompagnement de l'ANSSI, soit parce qu'ils ont pris le sujet de sécurité depuis un petit moment, donc on est sur une vision d'amélioration continue. D'accord. Il y aura Nice 1, il y a une liste de base, qui est une liste de mesures qui est déjà prédéfinie, qui sera le minimum requis. Après sur le Nice 2, on parle de tout risque. Donc tout risque qui peut impacter ma société d'un point de vue cybersécurité, bien sûr. On en parlera par la suite. Oui, on verra. Comment on va les implémenter. On a défini aussi des frameworks d'implémentation. Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on vit dans un monde qui est très actif. Et il y a de la documentation, il y a du partage. Ouais. Et on a aussi, dernièrement, on a vu la naissance de la dernière version des ISO 27001 en 2022. Le NIST, qui est un framework américain qui va bientôt avoir la nouvelle version. Ça évolue tout le temps. On est vraiment sur un développement un peu plus global. Il faut savoir aussi que ce paradigme implique aussi la notification d'incidents de sécurité impactantes au NIST ou à l'ANSSI sous un délai de 24 heures. Et la responsabilité derrière, peut être portée par les investisseurs ou plutôt le patron de l'entreprise. C'est la direction qui est responsable. On ramène aussi un nouveau élément qui n'existait pas avant dans la cybersécurité, c'est les sanctions. Ouais, donc on va y revenir justement, les sanctions. Donc si on va commencer d'une vision, on va dire, high level. Donc niveau Europe, il y a une prise de conscience. On s'est dit, on a compris que la cybersécurité c'est très important. D'ailleurs, il y a le Parlement européen qui a été déjà piraté. Bref, il y a plein d'attaques. Et on s'est rendu compte qu'il faut normer, il faut partager. Et surtout, il y a des secteurs qui sont sensibles. Énergie, donc ça n'impacte pas tout le monde, il faut le savoir. Bien sûr. Et ma question, donc je suis une société et hop, on m'annonce que je dois être compliant au NIS 2. Déjà, qui doit m'informer que je tombe sous le coup de NIS 2 ? Moi, je suis une entreprise. Ouais. Comment je vais être notifié pour dire, les gars, vous avez jusqu'à 2030, j'ai n'importe quoi, pour être compliant. Déjà pour rassurer tout le monde, NIS 1 est rentré en application en Europe le 17 janvier 2023. D'accord ? C'est récent en fait. C'est récent. Mais les États ont un délai de la transposition pour la loi française. Donc l'ONCI a déjà commencé à tu parles de NIS 2 ou NIS 1 ? NIS 2. NIS 2, voilà. Je parle de NIS 2. Ouais. Donc le NIS 2, il sera le dernier délai pour appliquer le NIS 2 à la loi française. Ça sera le 17 octobre 2024.
Mais entre-temps, il y aura du travail qui va être fait par l'ANSSI. L'ANSSI a déjà lancé des discussions avec les fédérations justement pour les secteurs d'activité. Ils ont référencé, ils vont les contacter, c'est ça? Ils vont les contacter, ils vont discuter avec les fédérations. Les fédérations, j'imagine, derrière, ils vont communiquer aux sociétés. Après, le calcul est très simple, on va y revenir. Il y aura aussi des consultations sur les mesures de sécurité, passage au Parlement, voilà, toute la panoplie, toute la chaîne. Ça prend du temps, ça. Ça prend du temps. Toute la chaîne, ou le framework, ou comme vous l'appelez comme vous voulez, pour avoir une loi transposée sur la loi française. Donc c'est ça un petit peu le chemin. Donc l'ANSSI pourra réguler un petit peu la directive. D'accord. Mais j'imagine qu'elle est déjà bien faite. Okay. Il n'y aura pas beaucoup de changements, il y aura peut-être beaucoup plus de précision sur les secteurs d'activité. Là, on parle de la France, mais est-ce que tu as des retours d'expérience, par exemple, de pays qui l'ont déjà implémenté dans l'Union européenne? Écoute, c'est en cours la Belgique, par exemple, si je parle de la Belgique, je fais une référence vers la Belgique, parce qu'ils sont déjà en avance par rapport à ça. Ils communiquent beaucoup, la Belgique, par rapport à ça. De toute façon, on n'a pas d'informations aujourd'hui. Après le 17 octobre, il y aura certainement un délai pour ces sociétés pour être conformes au NIS 2. Peut-être que ça sera 1 an, peut-être que ça sera 6 mois, peut-être qu'il y aura peut-être certainement des choses qui rentreront en vigueur applicables avant d'autres mesures. Par exemple, la notification d'incident, c'est un peu plus c'est des paliers. Aujourd'hui. Il y aura une forme de palier petit à petit pour pouvoir appliquer. Après, c'est important aussi, on n'en a pas parlé, parler un peu de chiffres. Oui. Parler un peu de chiffres. Aujourd'hui, ça explique aussi le but ou la base de... Pourquoi on fait tout ça, en fait? On fait tout ça. Le coût d'une cyberattaque, le coût moyen d'une cyberattaque, selon des rapports, selon IBM, coûte 4 millions d'euros. En Europe, en moyenne, c'est ça? La moyenne, elle est 4,4. En France, elle est de 4 millions d'euros. Ah, en France. Tu sais, on en a parlé avec Faisal, tu te souviens? Il nous a donné aussi un chiffre, c'était le fait qu'une entreprise qui était atteinte par exemple par une attaque ou par un ransomware, peut fermer pendant des mois. En fait, au bout de 3 ans, c'était, je pense, de 4 à 18 mois, 18 mois. Il allait disparaître, tu vois. Du coup, ça rentre sur ce que tu disais. Parce qu'il y a des sociétés qui ne pourront pas supporter ce coût. Il y a aussi un deuxième chiffre très important. Chaque jour, il y a des terras de données volées dans le monde. C'est énorme. Le coût de la cybersécurité, de la cybermenace, selon le Conseil cybersécurité européen, est élevé à 5 500 milliards dans le monde. 2020, dans le monde. Enfin, depuis les années 60. Quoi. Mais cumulé, quoi. Le coût cumulé. On a vu plein d'incidents où des sociétés ont été fortement impactées. Il y a des sociétés qui ont fermé. Et même si je suis protégé, je ne peux pas aussi protéger tout le monde. Enfin, l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir maîtriser mes risques et de réfléchir risques cyber et que les sociétés prennent conscience de l'importance de la cybersécurité. Ça touche aussi à le fonctionnement de l'entreprise. Mais surtout, on parle des secteurs critiques qui touchent à la souveraineté d'État, type santé. Enfin, on va parler peut-être des secteurs qui sont... On va parler des secteurs, il y a différents secteurs. Énergie, il y a différents secteurs d'activité en fait. Il faut tout d'abord comprendre qu'il y a 2 types de secteurs. Il y a des secteurs hautement critiques et il y a des secteurs critiques. D'accord, on va parler des secteurs. Ça, c'est une classification du coup sur la loi NIS 2 ou c'est une classification plus ou moins sur des frameworks? Sur une classification selon la directive NIS 2. D'accord, ok. Ils ont défini 2 listes, l'annexe 1 et l'annexe 2. On va y arriver pour déjà répondre à ta première question qui sera impactée. Donc là, on aura de l'énergie, on aura des transports, on aura des secteurs bancaires. Bon, il y a le DORA, donc c'est le DORA qui sera plus... il primera sur le NIS 2 et on verra avec l'ANSSI qu'est-ce qu'ils vont nous dire, comment on va articuler tout ça. C'est pas clair. C'est pas clair, c'est qu'il est l'ex-spécialiste, c'est-à-dire qu'il prime sur le NIS 2. Après, ils sont complètement complémentaires. Oui, c'est sûr. Différents, mais complémentaires. On a les eaux potables, les eaux usées, l'infrastructure numérique. Voilà, ça c'est important. On a la gestion des services TIC. Là, on va parler la gestion de services TIC. En tant que prestataire de service, vous serez probablement impacté. On travaille par exemple avec un secteur d'énergie, on fournit une prestation. Vous fournissez, donc indirectement, on est impacté. Vous fournissez selon certaines conditions, vous pouvez être impacté peut-être là aujourd'hui, peut-être demain. Je fais une petite parenthèse sur ça avant de continuer en fait. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu tombes sous le coup de NIS 2. Oui. Même si tu fais, on va dire, tu es un prestataire de service, par contre tu fais de la prestation
pour pour une organisation qui tombe sous le coup de Nice 2, bah, en fait, il va te contaminer plus ou moins. Tu vas voir ça plus ou moins comme un effet contamination. C'est-à-dire, en fait, toi aussi. Tu suis certains règles, tu ne seras pas soumis à Nice, attention. Ma compréhension, c'est ça. Bah, il y a deux choses pour être soumis à Nice. Il faut déjà faire partie des secteurs d'activité. C'est ça. Ouais. Et derrière, il faut avoir une certaine taille. D'accord. Moyennes et grandes entreprises. Okay. Les petites entreprises ne seront pas impactées. Donc les sociétés qui ont moins de 50 employés, moins de 10 millions de chiffre d'affaires et un bilan annuel moins de 10 millions ne seront pas impactées par l'INSS. D'accord. Ok. D'accord. Toutefois, ces sociétés, on leur recommande de mettre en place au minimum le guide de l'hygiène de l'ANSSI. Il y a 42 mesures qui sont très claires. Donc pour ces sociétés, il ne faut pas qu'ils oublient, parce qu'ils vont grandir aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Imagine une société qui a 50 personnes. Aujourd'hui, demain, elle va arriver à avoir facilement un chiffre d'affaires qui sera un peu plus élevé que les 10 millions. Donc, tu vois, ça c'est intéressant. Est-ce que l'ANSSI, d'ailleurs, accompagne? L'ANSSI, en fait, ils accompagnent sur ces aspects-là. Bah, une société qui veut faire, elle va être compliante à une loi, par exemple. Parce qu'on a parlé de l'ANSSI qui allait notifier. Ouais, mais c'est pas son travail, tu vois. Pas forcément. Ils se font occuper. D'ailleurs, allez, on enchaîne sur ça. Bah. Ouais, vas-y, c'est comme tu veux, parce que j'ai pas confusé. Allez, je pense on va laisser finir sa phrase. Je t'ai interrompu, mais je te laisse continuer sur les secteurs déjà. Ouais, on termine les secteurs. D'expliquer les secteurs d'activité, quand est-ce qu'on est impacté, est-ce qu'on quand est-ce qu'on rentre dans le champ d'application de NIS 2 ou pas. Il faut faire partie des 18 secteurs d'activité qui sont listés. D'accord. J'en ai listé une partie, je complète. On a les services postaux, la gestion des déchets, la fabrication des médicaments. On peut avoir aussi tout ce qui est santé et les laboratoires de santé, il ne faut pas les oublier. Oui. Voilà, les fournisseurs numériques, que ce soit fournisseur par exemple d'un service hébergement, d'accord, que ce soit des infogérants, par exemple une société qui t'infogère tout ton SI, que ce soit aussi des sociétés qui font de la sécurité en mode mutualisé, telles que les sociétés qui offrent du SOC ou du SIEM. Ils seront forcément impactés. D'accord. Donc déjà, on rentre dans ce secteur d'activité. Après, on va se poser la question. Et le service public aussi, non? Il y a le service public. Collectivité. C'est les collectivités. J'en ai listé dans la première partie. Oui, c'est les collectivités. C'est la nouveauté. En fait, moi, je pense que l'impact le plus important sera sur la santé, service public et les services numériques, les fournisseurs de services numériques. Bah, tu coupes la communication, le pays il est dans un état critique. C'est eux qui seront. Après, il y a des exceptions. Juste pour ne pas compliquer les choses. C'est déjà très complexe. Ouais. Voilà. Non, franchement, c'est déjà assez complexe de savoir est-ce qu'on est ou pas dans Dora, dans NIS 2, pardon. On a sujet de taille des sociétés. Ouais. Donc, je dis les sociétés moyennes, les petites sociétés ne seront pas impactées. Les sociétés moyennes, on est une société moyenne, on est entre 50 et 250 employés, collaborateurs. Si on fait un chiffre d'affaires entre 10 et 50 millions, on a un bilan entre 10 et 50 millions d'euros. D'accord. Plutôt 10 et 43 millions. D'accord. On est une grosse société, on est plus de 250 personnes, ou on fait un chiffre d'affaires plus de 50 millions d'euros, soit on a un bilan annuel l'année dernière, plus de 43 millions. Donc là, on tombe sur l'un des deux annexes, et on est soit considéré entité essentielle, soit entité importante. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Oui, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tous ces détails. Ce qu'il faut retenir, il y a à partir de certaines tailles, un certain seuil où on sera impacté par NIS 2. Effectivement. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez 50 collaborateurs. On n'est pas loin, on est à 30 nous. Hein, voilà. J'imagine dans le domaine que vous y êtes, peut-être d'ici là, dans tous les projets que vous faites, peut-être dans 2 ans, 1 an et demi, vous serez à 50 personnes. Vous allez arriver à avoir, vous êtes dans un secteur critique, vous êtes impacté. Ah ben, j'espère. Hein. Ça pose la question importante. Bah oui. Le risque. Demain, tu as plus de 50 pélos. Oui. D'accord. Et tu sais pas que tu es sous le coup de NIS 2. J'ai aucun problème, je vais appeler le cabinet de Ismaël. Avec grand plaisir. En tout cas, nous, on peut répondre aux sollicitations des sociétés qui veulent savoir est-ce qu'ils seront ou pas dans NIS 2. Il n'y a aucun souci, ça sera totalement gratuit. On pourra vous le faites oui, c'est assez facile. De les aiguiller, je ne vais pas facturer ça. Mais oui, pour savoir si vous êtes dans le champ d'application de NIS 2, vous pouvez nous appeler. Après, d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de sociétés appellent l'ANSSI, mais l'ANSSI, j'imagine, elle ne pourra jamais répondre à toutes les sollicitations. Elle est en train de faire des travaux, comme on disait, elle est en train de faire des travaux avec les fédérations de chaque métier pour leur expliquer et juger aussi ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. D'accord. Après, l'ANSSI a
selon la réglementation, je parle de l'ONCE, c'est le régulateur aujourd'hui, ils ont le choix aussi de sélectionner des sociétés. Ah, ceux qui te certifient en gros pour... Non, ils ont le choix d'inclure des sociétés qui ne sont pas, par exemple, dans l'un de ces secteurs, qui ne répondent pas forcément aux critères de NIS 2. Si je dis, par exemple, moi je suis un fabricant de médicaments ou je suis un fabricant d'intelligence, une technologie qui n'existe qu'en France, qui est un seul. Tu fais des drones, par exemple. Voilà, je fais des drones. C'est important. Bien s'ils considèrent que c'est important, ils peuvent l'inclure. D'accord, il y a des exceptions, on va dire. Il y a des exceptions. Il y a aussi d'autres exceptions qui sont incluses d'office, peu importe leur taille. Par exemple, les fournisseurs de services DNS, peu importe leur taille, ils sont. C'est critique, hein. On ne s'en rend pas compte, mais... Fournisseur de services, pardon. DNS. DNS. D'accord, ok. Ah oui. J'entendais tout à l'heure parler dans un call sur le DNS. Ouais. Ça en fait partie. Oui, c'est clair. Du coup, donc moi, je suis une entreprise... Je sais que Nice va m'impacter. Il faut que je sais pas comment faire. Il faut que je me fasse accompagner. En fait, il y a de la paperasse, j'imagine. Écoute, nous, on a de la chance où on était assez prévoyants par rapport à ça. Et on a été déjà sollicité. Beaucoup de nos clients actuels, même des clients, des prospects, nous posent cette question. Comment on le fait? Aujourd'hui, je disais en amont, c'est qu'on a déjà des normes. Et à la lecture de ce qui est minimum applicable, on en parlera par la suite, on va se retourner un peu plus vers de l'ISO 27001. Donc, la première chose à faire, c'est déjà voir est-ce qu'on est impacté, est-ce qu'on est dans le secteur d'activité concerné par rapport à notre taille, par rapport au secteur d'activité. Lancer déjà des études, un audit, que ce soit organisationnel, que ce soit technique. L'état des lieux. Hein. Donc vous faites l'état des lieux pour voir, voilà. Effectivement, il y a deux types d'état des lieux. Déjà, dans l'état des lieux, il y a le diagnostic qui peut être offert aussi par nous. D'accord. Un diagnostic, par exemple, si ça va me prendre une journée, 30 minutes, 1 heure selon la discussion. Par la suite, il y a l'audit en lui-même. On peut embarquer de l'audit technique et de l'audit organisationnel. D'accord. Il y aura aussi la partie accompagnement par rapport à répondre aux écarts. Il y aura la formation. On peut même aussi amener de la sensibilisation par rapport pour assurer une harmonisation globale. Après, il y a un livrable à la fin ou pas Automatiquement, pour arriver à discuter sur des livrables, il faudrait qu'on parle un peu plus des exigences minimales. Oui, c'est quoi Nice? J'avoue, depuis tout à l'heure on parle. C'est quoi Nice en fait? En fait, Nice, il va obliger les sociétés. Je donnais un aperçu, mais concrètement, c'est quoi? C'est déjà mettre en place une politique relative à la gestion des risques. On va parler de la gestion des risques, on va parler notamment donc, directement de l'ISO 27001, de l'IBIOS, qui sont des méthodes, ou de la norme ISO 27005. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est que je suis une société, je dois lancer une étude pour connaître mes risques selon une norme. Ces risques ils seront étudiés, ils seront analysés. Je choisirai les mesures nécessaires pour réduire ces risques, soit je les accepte, soit je les réduis selon une méthodologie. Et je fais à la fin, là c'est ça le plus important de Nice, et je les fais valider par la direction. D'accord. Donc c'est la direction, quand on parle de risque, on parle de mesures, et pour mettre des mesures, on a besoin de budget. Ah bah oui, j'allais te poser la question. Je te vois venir. C'est clair. Là c'est intéressant, tu parles de mesures, de validation, de budget. Moi ça me parle direct et ça parle roadmap. Oui. Tu vois, la roadmap pour toi aujourd'hui, par rapport à ton retour d'expérience, on sait tous que c'est une nouvelle loi, etc. Mais le retour d'expérience, les roadmaps, je sais que ça sera différent d'une organe à une autre, parce qu'il y a l'aspect taille qui va rentrer en route. On a prévu le budget, quoi. Voilà. Les roadmaps, pour l'aspect remédiation, si on peut parler de remédiation, bien sûr, ils se positionnent, allez, on parle de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Je ne peux pas te répondre parce que ça prend, je peux te dire 18 mois peut-être pour une société. Voilà, un petit exemple, juste pour donner une idée. Je qualifie une société qui est aujourd'hui sur une maturité de 1 à 5 et à une maturité 1 à 2, on va aller plutôt vers 1 an, 12 mois. D'accord. Si on est à une maturité 3, donc on est déjà pas mal, on va aller vers du 6 mois. D'accord, ok. Après, ça se réduit. Après, la difficulté de la cybersécurité, c'est maintenir la cybersécurité. La mise en place, elle est assez simple. Enfin, pas assez simple, mais il faut pouvoir mettre en place, pour que ça marche, il faut mettre en place les 3 vecteurs de succès. C'est les ressources humaines, les people, les talents. Ah oui, c'est clair. C'est un sujet. Qui sont assez rares déjà. Qui sont assez rares. Il faut avoir l'outil, les technologies. Il y a des délais de mise en place des outils, des technologies, des disponibilités, des intégrés. Il y a aussi la question de process. C'est ce que j'allais dire.
Les process, ça ne veut pas dire que je mets juste un document, que ça marche. Le document, il doit être lu, présenté, il doit être intégré dans la culture de l'entreprise. Validé par tout le monde, voilà, etc., communiquer. On parle des PSSI, c'est ça ce qu'on parle. Ça sent ISO 27001 quand on fait des études, dans des audits. Tout le monde doit parler le même langage, doit sensibiliser. Et c'est parmi les exigences de DORA, de sensibiliser la direction, et de sensibiliser aussi les collaborateurs. Et le personnel. Je te fais une petite part. Tout à l'heure, on a pris un café dans un étage, on n'était pas censé entrer. J'ai vu que ça t'a interpellé directement. Même ce genre de sensibilisation, ça va jusqu'à là, Nice, ou pas? Oui, bien sûr. Quand ça, on va vraiment parler de la sensibilisation. Là, tout à l'heure, c'était un cas de social engineering qu'on aurait pu exercer dans un exercice de rat teaming. Ouais, c'est clair. Voilà, tu as parlé à la personne t'a ouvert la porte, tu es rentré dans une société, pas n'importe quelle société. Ouais. Bah, si vous voulez faire des pentests sur les cafés, moi mais... C'est un générique. Je pense aujourd'hui, cette société, elle devrait s'inquiéter par rapport aux personnes qui... Parce qu'on franchement, on était dans les locaux, cette société. Après, on a renoncé, on veut un café, on nous a dit gentiment rentrer prendre un café. Voilà, on aurait pu rester et échanger tranquillement. Oui, c'est vrai. Tu sais, on n'était pas malveillants, mais on pouvait l'être, tu vois. C'est vrai. On pouvait l'être, ouais. Tu vois. Brancher le laptop, tu vois, et se connecter au Wi-Fi. J'avoue, c'est vrai. Je pense que vous avez les équipements pour hacker le Wi-Fi de tout le building. Oui, c'est pas compliqué. Ouais, mais pour revenir sur l'aspect là, tu as parlé de social engineering. Du coup, ça descend aussi bas le NIS 2 sur ces aspects-là. Je pense que ça parle de social engineering, ça parle de sécurisation des data centers, ça parle de tout, quoi. En fait, ça parle de la notion de tout risque qui est introduite. Ouais. C'est une notion que la première fois que je la vois dans une documentation, c'est tout risque. Donc je dois identifier tous mes risques liés à la cyber. Aujourd'hui, les êtres humains, on sort un petit peu du contexte, mais il y a aussi les sujets, par exemple, de l'intégration de la sécurité dans les projets. Donc là, on se réfère à l'ISO 27001, tout projet doit être sécurisé par design. On a la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Ah oui. Et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est très importante. Les prestataires, tu parles, c'est ça? C'est ça. Exactement. Je parle des prestataires. Là, NIS 2, il en parle, mais si on veut un peu plus de détails, on n'a qu'à voir le DORA, qu'est-ce qu'elle dit. DORA, si je me réfère à DORA, c'est qu'on a besoin que le contrat avec le prestataire soit nickel, et c'est-à-dire mes exigences de sécurité du client soient déjà être mises en place. Traditionnellement, on parle du plan d'assurance sécurité, mais ce plan d'assurance sécurité, il doit être contrôlé. DORA, juste un petit mot sur DORA, c'est la législation qui concerne plus tout ce qui est les organismes financiers. En fait, DORA, la différence de NIS 2... Pour être résilient aux attaques, c'est ça? Ça parle de résilience pour qu'une entité financière, d'accord, puisse résister à une cyberattaque. Voilà. Ça parle de... Ouais, l'une des bases de DORA, c'est de la sécurité, bien sûr, pour assurer une sécurité. Il faut pouvoir assurer sa sécurité en mode normal, nominal, pour pouvoir l'assurer derrière dans un mode un peu plus dégradé. Okay. Et ça, on a des vidéos, on a accompagné aussi avec... ah oui, je t'ai vu faire des vidéos sur LinkedIn. J'apprends avec Lotte Marchetti, qui est l'un de nos partenaires. D'accord. Qui a pris ce sujet et qui est l'un de ce secteurs d'activité, ou sein des activités, c'est tout ce qui est gestion de crise. Juste une différence, DORA, NIS 2, c'est complémentaire. Ouais. D'accord, c'est complémentaire. Après, sur le secteur financier, c'est l'ex-spécialiste, donc c'est DORA qui s'applique. Là, on va parler uniquement de NIS 2, on aura l'occasion. Je continue sur les mesures parce que c'est super important. Excusez-nous, on pose beaucoup de questions parce que c'est très intéressant. Oui, ça part. Donc, des fois, on a du mal à se retenir, mais c'est interactif. Hein, oui. Il n'y a pas de problème, je vais juste continuer pour que je ne perds pas ici les idées. Vas-y, on te laisse. Donc, la chaîne d'approvisionnement est très importante. Selon certaines études de l'INISA, par exemple, 17% des attaques sont issues d'un prestataire. Donc toi, tu es clean, tu as ton prestat qui fait n'importe quoi. Malheureusement, le prestataire, il faut les accompagner aussi. Moi, je suis dans une approche de bienveillance, donc il faut les accompagner. Donc si je suis un géant, je suis une grosse société et j'ai des petits prestataires qui sont déjà dans le secteur de NIS 2, ils tombent sur le secteur NIS 2 parce qu'ils ne sont pas les pratiques. Il faut aller les accompagner, les coacher pour qu'ils aient au minimum le même niveau de sécurité que moi. Ah oui. C'est ça, parce que le risque fini, quand je te donne accès à mes données, quand je te transfère une activité, par exemple, tu me gères mes serveurs sur un périmètre,
c'est mes données, donc le risque il reste chez moi, en tant que société. Donc, la société, elle est responsable de ces risques. Tu dois gérer par rapport à mes mesures, à mes sécurités, tu dois mettre en place aussi. Je comprends, ça peut être difficile, il y a des projets, il y a de la perte, mais ça va être des budgets issus donc, de en ces gros, sociétés. Quand je suis NIS 2, je ne me mélange pas avec n'importe qui. Et je ne travaille pas avec n'importe qui. Non. D'accord. Non, je ne travaille pas avec n'importe qui. Mes prestataires, ils doivent être doivent répondre à certaines obligations aussi. Ils sont obligés d'être en NIS 2. Peut-être demain, on aura une certification en NIS 2. En tout cas, nous, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est déjà de démarrer avec l'ISO 27001. Ça serait très bien d'être conforme, pas forcément de certifier, mais de suivre la logique de l'ISO, d'un framework reconnu, qui a fait ses preuves, qui va apporter une approche de risque, qui va apporter aussi une approche contrôle. Et je ne peux pas mettre en place des contrôles, des mesures si je ne les contrôle pas demain pour vérifier leur efficacité. Juste une question, excuse-moi. Là, tu as parlé de supply chain, d'accord, tu as parlé de prestataire. Je pense que ça nous touche tous. Hein. On est très intéressés par ce point-là, parce que c'est des choses, bien sûr, le secteur va évoluer, et on sera obligé de s'adapter, bien sûr. C'est clair. Prestataire. Moi, ça me vient directement éditeur de logiciel. Oui. Comment ça se passe pour les éditeurs? Parce qu'on a des éditeurs qui seront bien sûr régionales, du coup Union européenne, et on aura des éditeurs à l'échelle internationale. Éditeurs, constructeurs, tu vois, à l'échelle internationale. Microsoft, prenons le Microsoft. Par exemple, voilà. Moi, je suis Zenorga, j'ai du Windows Server, Office, tu vois, le pack Office, etc. Comment ça se passe? Déjà, il faut savoir que si on fournit un service en Europe, on est impacté par le NIS 2. Peu importe où on est localisé, même si on est localisé aux US. Donc, on fournit un service en Europe, en France, dans un pays européen, on est impacté. Aujourd'hui, si tu veux parler des plus grands, de toute façon, je ne cite non. Pour moi, déjà, ils fournissent déjà un certain nombre de rapports. Par exemple, tous les fournisseurs du cloud aujourd'hui connus, cloud public, ils ont des rapports qui s'appellent des rapports SOC 2. D'accord? C'est une attestation où on va trouver, en fait, le nombre de contrôles, les risques qui sont contrôlés, sous un framework très très bien connectable avec n'importe quelle norme, par exemple le ISO 27001, pour une norme internationale, et ça donne une vision sur le niveau de contrôle avec vraiment des assumptions et des vérifications effectuées par des auditeurs, tels que notre compagnie par exemple, elle peut valider ce type de rapport. D'accord. Par exemple, moi je peux dire que je suis un fournisseur de services, et je veux plus que je sois audité par tout le monde, je fournis ce type de rapport. Après, c'est aussi ainsi d'un peu plus préciser les choses, dire est-ce que ISO 27001 ça va suffire, est-ce que ça ne suffit pas, parce que franchement, vous ne pourrez pas aller auditer Google et compagnie. Ils tombent aussi sur le secteur d'activité de DORA, et pour eux, ils seront contrôlés par des régulateurs européens. De toute façon, je pense que c'est dans leur intérêt d'être clean. Non, mais ils étaient toujours collaborateurs. Un aspect de concurrence aussi. AWS, Google, tous ces acteurs-là, je pense, il faut juste, sont tout intérêt à être même si je mets mes données, ce qui motive le plus aujourd'hui les hackers, c'est quoi? C'est les données. C'est la data. 90% des vols, 80% des hackers ou des attaques, c'est la première motivation. La data ramène de l'argent. Ah oui, on est d'accord. Tu sais, je pose une question ouverte. Hein. Après, ouverte pas forcément pour toi, mais une question ouverte. En tout cas, on parle de données. Et les données, bien sûr, on va dire, aujourd'hui, c'est l'or, on appelle ça l'or moderne des entreprises, parce que c'est ça qu'on va exploiter aujourd'hui. Les entreprises, ils sont de plus en plus data-driven. C'est-à-dire, ils se basent sur leurs données pour générer des KPI, pour avoir du forecast sur certains business, etc. Quand on parle de cloud, en fait, il y a une loi extraterritoriale qui est le Cloud Act. Oui. Des États-Unis. Du coup, en fait, j'ai l'impression que là, l'Union européenne, ce qu'ils sont en train de faire, c'est là, ils commencent avec Nice, avec DORA, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils partent de plus en plus vers de la souveraineté. Ça veut dire, parce que le Cloud Act, c'est extraterritorial pour dire, en fait, moi, je vais aller, par exemple, interroger un fournisseur de services, peu importe. Ça, il faut être à la place, avoir le statut des États-Unis pour le faire. Ça. Ouais, mais tu vois, c'est un peu la sensation que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire, l'Union européenne, ils parlent de plus en plus et ils mettent en place des lois. C'est-à-dire, potentiellement demain, on peut avoir une loi pour dire, mais nos données, ça va être souverain. On a le contrôle sur nos données ne sortent pas à travers
législation, je sais pas, NIS 3, NIS 5. Ça va évoluer, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a déjà pour les fournisseurs cloud français, il y a le Secnum Cloud, qui est une accréditation distribuée par l'ANSSI, c'est pas facile de l'avoir, elle est très exigeante. Donc c'est déjà un premier pas. Oui, NIS 2, DORA, ces sociétés devront être conformes et devront avoir un niveau de sécurité plus qu'optimal. Ils sont sur un 5 sur 5 minimum, 4,5 minimum. Ça touche à la souveraineté d'État, il faut rappeler aussi. C'est une question de souveraineté. Après, on n'est jamais à l'abri d'une part. Bien sûr. On peut mettre tout en œuvre. On n'est jamais à l'abri d'une cyberattaque. Il faut se préparer. C'est pour ça, dans l'une des mesures de sécurité de NIS 2, c'est assurer la continuité. Donc là, on va parler de sauvegarde. Et malheureusement, pour les sauvegardes, pour beaucoup d'entreprises, la sauvegarde externalisée, c'est le dernier recours. Ah oui? Oui, si j'ai un ransomware, il me chiffre tout, je n'ai pas détecté, etc. Une exploitation d'une APT, une exploitation d'une vulnérabilité qui n'est pas encore été connue, publiée, c'est compliqué. Si j'arrive pas à le détecter, après, il faut mettre toutes les mesures. Moi, je dis, dans un incident de sécurité, il y a aussi la gestion des incidents de sécurité. Aujourd'hui, sur le DORA, on a des règles qui ont été mises en place. Un incident important, impactant, il faut le déclarer au bout de 24 heures. Il faut le partager directement. Il faut le déclarer à l'ANSSI au bout de 24 heures. Après, il y a une vérification, un rapport intermédiaire au bout de 72 heures. Après, un rapport de fin, c'est l'incident a été clôturé au bout d'un mois. Ça sera mis en public ou pas? Ça sera à l'ANSSI de décider. Parce qu'il y a des entreprises qui n'aiment pas que ça soit mis en public, tu vois. Après, je comprends. Après, ça se comprend. Pour moi, un incident de sécurité, il faut que ça soit communiqué, minimum. De toute façon, si tu es soumis à un NIS 2, tu dois le faire. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est écrit, les entités concernées par les NIS 2 ont l'obligation de notifier sans délai l'ANSSI. D'accord, ok. C'est ce qu'on comprend. Ouais, si on ne parle pas de public, je pense qu'on ne va pas parler de public. On parlera par la suite, peut-être qu'il y aura un délai. Dans 6 mois, je publie mon rapport et je dis j'ai été victime de cyberattaque. Après, ça se cache. On nous en demande. C'est ouvert, ça ne se cache pas. C'est sûr. Après, on parle que des incidents critiques. C'est quoi un incident critique? C'est important de le spécifier. L'incident critique, c'est qui impacte la fourniture du service. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de... Par exemple, je fournis un service, une société, ça impacte la fourniture de mon service. Je fais un service cloud, ça impacte mon cloud, plus de disponibilité. Je dois le déclarer. Et ça impacte aussi il peut impacter d'autres sociétés. Dans le cas où on a été, par exemple, des attaques par rebond, où je passe par ta société pour attaquer ton client. Ah oui. Ça existe depuis des lustres. On a vu le défunt Kevin Mitnick qui a utilisé là dans une de ses attaques. Il est passé par... Oui, il est passé par un prestataire pour attaquer ses cibles. Quand il y a des données clients, par exemple, parce que là, tu as parlé de service, si le service n'est pas disponible, on considère ça comme une attaque, comme un incident critique. Ouais. Mais dans le cas où le service est toujours fourni, par contre... il y a un vol de données. Il y a un vol de données. Pour moi, c'est critique. C'est un incident critique. C'est un incident critique. Après, l'ANSSI donnera des explications, donnera plus d'explications sur ce qu'est un incident critique. Moi, je me base sur notre expérience en réalité, mais l'ANSSI détaillera tout ça avant la publication de la norme. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est la gestion des actifs. L'une des mesures, c'est la gestion des actifs. Il faut savoir gérer ces actifs. Il faut voir des actifs de base. Sans gestion des actifs efficace, on va avoir du shadow. Ouais. Si on a du shadow IT, ça veut dire que ce shadow, je ne le vois pas, donc je ne le patche pas. Je ne l'inclus pas dans mon analyse de risque. Et c'est ça le pire point. CMDB. Voilà, on parle de CMDB indirectement. CMDB à jour. À jour, maintenu à jour, voilà. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui très régulièrement n'est pas le cas. Ouais, j'imagine. Moi, je ne suis pas dans ce domaine-là, mais j'imagine. Ouais. On a la gestion d'incidents, dont on a parlé de gestion d'incidents. On a la formation, la cybersécurité. On a les mises en place des politiques et procédures relatifs à tout ce qui est cryptographie. Là, tu parles de ce que vous... Non, là, on parle des mesures de sécurité. Mesures de sécurité à prendre. Voilà. Recommande, on va dire. On a la sécurité des ressources humaines. Et tout ça, on va retrouver typiquement dans ISO 27001. C'est bien détaillé. Il y a l'ISO 27002 qui accompagne l'ISO 27001. L'ISO 27001, c'est plutôt quoi faire. L'ISO 27002, c'est comment faire. Sur les incidents de sécurité, il faut se préparer à traiter aussi, à gérer les crises, à gérer la continuité. Et moi, ce que je dis, une crise cyber, c'est un 100 mètres. Il ne faut pas se rater. Sprint. C'est un sprint, il faut réagir vite. Ouais, il ne faut pas attendre, quoi. Efficacement. Et savoir déjà par qui on va être accompagné si on n'a pas les ressources. Savoir quand est-ce qu'il faut prendre les décisions.
et à atterrir sur un niveau, atterrir vite sur nos pieds, même sur un seul pied pour redémarrer notre service. Aujourd'hui, malheureusement, les attaques de ransomware se multiplient et c'est pas rare qu'on voit que les entreprises payent encore les on va pas avoir un jugement sur ceux qui payent, mais quand tu as tout... Personne. Je juge personne. Non, mais je parle pas de toi, mais quand tu as une société, écoute, tu as toute ta data qui est chiffrée. Tu vois, c'est... Après, le pire, ça se comprend. Le pire, je suis pas apte à juger ça, honnêtement. Le pire, c'est que dans beaucoup de cas, sur 3 clients, par exemple, ils ont des attaques, mais c'est des attaques qui n'ont pas été identifiées. Ils savent même pas. Ils savent même pas. C'est la moyenne pour identifier une attaque, c'est combien? C'est 277 jours. Sérieux? Ouais. On parle de presque 1 an, là. Ouais, ça c'est selon l'INISA. Non, sinon plutôt IBM. Waouh. Parce que j'ai reçu une intrusion et... En fait, on est dans l'âge de pierre, hein, je me rends compte. Hein. Les hackers, ils ont une longueur d'avance qui est... Écoute... il va mal le prendre. Les hackers, oui, ils ont... Non, je le prends pas mal. Ils sont plus forts quand ils ont une longueur d'avance. Écoute, ils ont des motivations. Selon les motivations, un hacker, il va t'attaquer selon la motivation. Il y a différents types de hackers. Ouais. Moi, j'en ai vu plein d'incidents dans ma vie. Et selon la motivation des hackers, il y a des hackers qui sont vraiment ciblés, qui ciblent les sociétés. Il y a des opportunistes. Ouais. Il y a des opportunistes, il y a des gens qui apprennent, il y a des spécialistes. C'est des groupes. Mais là, tu as parlé de fait qu'ils sont en avance. En fait, moi, je n'ai pas cette vision de dire qu'ils sont en avance ou pas. Aujourd'hui, l'écosystème, il est tellement large dans les entreprises que tu trouves plein de produits, plein d'applications, et en fait, plus le périmètre est large, plus, on va dire, les failles, la probabilité d'avoir des failles va être plus élevée. Et plus les entreprises ne sont pas aujourd'hui en capacité d'avoir ce suivi, on va dire, faire du corps à corps plus ou moins avec les différentes assets. Tu as parlé d'assets, en fait, et les assets, où tu fais du shadow IT, en fait, la probabilité elle va être plus élevée d'avoir une brèche sur ces assets que tu n'as pas monitoré, sur, par exemple, une application que tu n'as pas patché, etc. etc. C'est-à-dire que, je ne dirais pas qu'ils sont en avance, non, mais le périmètre, il est très très large dans les organes aujourd'hui. On travaille dans l'IT. Nous, on est dans le côté architecture, dev, DevOps, on est vraiment dans le cœur de l'applicatif. Ouais, l'opérationnel et tout. On le voit, les développeurs et tout. Là, on commence à voir les DevSecOps et tout. On voit qu'il y a un gros travail à faire. C'est ça. Dans beaucoup de sociétés. Hein. Et limite, les gars de la sécurité, c'est vu comme les gens qui freinent l'innovation alors que c'est faux. Déjà, il faut qu'on parle de personnes de sécurité. D'accord. Nous, ce qu'on prime, déjà, c'est le savoir-faire, c'est l'accompagnement, c'est la bienveillance. C'est vraiment de l'audit conseil. D'accord. C'est ce qu'il faut avoir. Après, il faut comprendre un RSSI quand il ne veut pas ouvrir une porte, quand il ne veut pas publier une application, par exemple, sur Internet, quand il veut patcher rapidement, parce qu'il a déjà fait ses études basées sur des risques, etc. Et c'est ça le but de l'analyse de risque de NIS 2, c'est que cette analyse de risque, pour ne pas faire les mêmes erreurs, il faut qu'elle soit adaptée à la société, il faut qu'elle soit intégrée au process de la société, c'est-à-dire il faut qu'on parle tous même langage en termes risque. Si j'ai une méthodologie d'estimation des risques sur 1 à 5, quand je dis un risque qui est égal à 3, il faudrait que toi, quand on s'accorde, si tu veux comprendre c'est quoi le risque 3, moi, en tant que, par exemple, RSSI, je comprends. La personne, elle est sur le RH, elle comprend c'est quoi le niveau 3. C'est ça la difficulté de construire un programme. Tout le monde soit dans le même niveau même langage, quoi. Qui parle le même langage d'un point de vue risque, que la cartographie et la carte d'impact de risque soient connues, à moins par les chefs de mission, les chefs de projet, soient partagées, pour que derrière, les personnes qui réalisent des analyses de risque puissent comprendre, puissent communiquer entre eux, qu'il y ait une carte finalement global d'un point de vue risque. Alors, moi, malheureusement, dans beaucoup de boîtes, faut avancer doucement, mais il faut avancer. Par exemple, pour une société qui n'est pas encore impactée, qui ne sera pas impactée par le NIS 2, au moins appliquer au moins appliquer les mesures du guide d'hygiène de l'ANSSI, ou les mesures, il y a aussi un guide pour les PME. Le minimum, quoi. Le minimum. C'est pour ça, NIS 2, il faut l'avoir, c'est une réglementation qui est là pour aider, hein, il faut le rappeler. C'est pas le but de sanctionner si t'es pas compliant. J'ai lu quelques trucs, voilà, les sanctions, elles vont pas venir rapidement. Je risque quoi si je suis pas compliant? Bon, je sais que j'aurai des chances et tout. Là, audit, contrôle. D'ailleurs, c'est qui fait ce contrôle?
C'est l'ANSSI. Donc, voilà. En fait, l'ANSSI, aujourd'hui, dans la réglementation NIS 2 incite aussi les gouvernements à renforcer ces contrôles, donc à mettre en place une stratégie cyber, à avoir plus de ressources, plus de moyens. L'ANSSI aura différents moyens de contrôler, soit sur la base documentaire, soit sur la base d'audit, mandater des prestataires. Donc il y a vraiment une panoplie, ils ont le choix. Ils me donnent le temps un peu ou ils arrivent là le temps, donc c'est-à-dire c'est à partir d'octobre, il y aura certainement un délai. L'ANSSI, sur leur dernier podcast, webcast, ils vont plus parler d'accompagnement et de bienveillance. D'accord, ok. Mais si je rentre classiquement l'ANSSI, elle est plutôt dans la bienveillance, elle n'est pas dans la sanction. On est d'accord. Après, les sanctions peuvent être très très dures, très très dures. Ils peuvent aller des simples avertissements, des instructions contraignantes, de la communication au client qu'on n'est pas compliant. Plusieurs niveaux. D'accord, plusieurs niveaux. Ils peuvent avoir aussi des sanctions administratives, financières. Là, tout dépend de notre taille. Et donc, tout dépend d'où est-ce qu'on se trouve. Il y a deux notions qu'on n'a pas abordées, c'est les entités essentielles et les entités importantes. Donc là, si on est entité essentielle, importante, c'est tout dépend de notre taille et du secteur d'activité. De toute façon, si on est une entité essentielle, on risque au minimum 10 millions d'euros de chiffre d'affaires mondial ou 2% de CA. Enfin, 10 millions au niveau mondial et 2% de chiffre d'affaires. Si on est une entité importante, au minimum 7 millions d'euros ou au minimum 1,4% de chiffre d'affaires mondial. D'accord. C'est pas... On rentre un petit peu... Chaque pays, c'est la même chose ou... Parce que j'ai vu NIS 2, ils ont lissé justement... Pour le moment... En France, tu ne prends pas la même chose qu'en Irlande. Non, pour le moment, c'est la directive. Ok. Et je pense que l'objectif de la directive, c'est d'harmoniser les sanctions, d'harmoniser les mesures, d'harmoniser le pragmatisme. Et si tu commences à changer d'un pays à un autre, ça ne sera pas fair play, quoi. On est d'accord, ok. Si tu me dis qu'un autre pays va dire ouais, non, moi, venez chez moi parce que c'est 0%. Ce qui était le cas en Irlande, par exemple, sur l'aspect un peu purement financier, purement comptable. Ouais, ça c'est autre chose en plus, effectivement. Ouais. Du coup, pour éviter ces sanctions, donc, je pense qu'il faut se faire accompagner. Effectivement, il faut bien se faire accompagner. Nous, chez GT, je fais un peu de publicité. Allez, de la pub. Je fais un peu de publicité, en tout cas elle est gratuite. Ouais. Nous, pour comprendre déjà. Nous on travaille sur différents services. On a le service gouvernance. Et sur la partie service gouvernance, on accompagne les sociétés sur tout ce qui est mise en place d'architecture, plutôt mise en place de gouvernance cybersécurité, direction de plans budgétaires, d'analyse de risque, d'accompagnement à la certification ISO 27001, accompagnement, réglementation, tout ce qui est, tous les points dont on a abordé aujourd'hui dans les mesures, tout ça, on fait de l'accompagnement, que ce soit de la sensibilisation, que ce soit aussi de l'intégration de la sécurité dans les projets. On intervient aussi sur les aspects beaucoup plus techniques, sur du rat teaming, des exercices. C'est quoi ça? Le rat teaming, c'est des tests d'intrusion, c'est des tests où on simule une vraie attaque. Pentest? Un pentest, on simule une vraie attaque. D'accord, ok. Donc on introduit un petit peu l'élément physique. Comme tout à l'heure, on a vu l'accès par... Ah, c'est au-delà de la technique, là. Au-delà d'un ciblage. Le pentest, c'est plutôt une cible. Tu me demandes, Imad, voilà, teste-moi mon PC, vérifie-moi qu'il est conforme. Oui, ça, c'est un scope bien défini. Un scope bien défini. Le pentest, le rat teaming, c'est un scope beaucoup plus large. Il y a pas de... Il y a une cible, mais on n'a pas vraiment les scénarios, donc on essaie d'exploiter tous les scénarios. Apparemment, c'est le scénario préféré des pentesters, ça. Oui, parce qu'ils sont carte blanche. Après, aujourd'hui, on a des méthodes qu'on applique pour tout cadrer, parce que l'important, c'est de cadrer, donc vérifier la société qui travaille avec eux. Donc ça, on revient un peu sur Dora. On fait de l'accompagnement pour la revue des architectures, la sélection des prestations. On fait aussi du RSCC as a service ou Security Operational Engineer as a service. On fait pas, je réponds à ta question, on ne fait pas du SOC aujourd'hui. On ne fait pas du Surveillance Monitoring 24 mutualisé. Mais on peut le faire pour des personnes dédiées. Par exemple, tu es une société, tu as envie de monter ton SOC de surveillance, on le fait en mode dédié pour différentes raisons. D'accord, on pourra en parler à un moment ou à un autre. On a une vision, je t'ai dit, pragmatique. Je pense qu'il faut un épisode dédié à ça. Hein. C'est prochain épisode. La phrase magique là. Après, franchement, pour l'accompagnement, les étapes à suivre, tout simplement vérifier les sociétés vérifiant qui sont impactées ou pas. Par la suite,
prendre l'ISO 27001 qui est déjà une norme de la place, qui a beaucoup de correspondances, vérifier qu'on est appliance, qu'on est conforme, définir une feuille de route. Parce qu'il faut penser, il faut se dire, il ne faut pas attendre la dernière minute. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Si c'est 10 000 sociétés qui seront impactées, bon, je n'ai pas annoncé le deuxième chiffre, il y a des gens qui parlent de 100 000. 100 000. 100 000 impactés. Il y aura des besoins, il y aura moins de ressources. Il y a un chiffre Interpol, là, que tu m'as oui, Interpol, ce qu'elle dit, c'est que 84% sur les 500 interrogés, 500 ont été interrogés, 84% ont déjà subi une attaque, un vol de données, un DDoS, un ransomware lors des 2 dernières années. C'est énorme. Hein. Après, Interpol travaille avec toutes les juridictions policières pour lutter contre la cybercriminalité. Après, nous, on fait aussi de l'investigation, etc. Et on a l'accompagnement des incidents de sécurité. Au fur et à mesure, on commence à comprendre le mode de fonctionnement. Et de ça, on apprend. Ce qui manque un peu en France, c'est des vrais chiffres, parce que tout n'est pas remonté à l'ANSSI. Et avec le NIS 2, pour nos consultants, ça va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire. Déjà, parce que tout ne remonte pas à l'ANSSI. L'une des secteurs d'activité qu'on s'est touché, c'est les secteurs publics. C'est une fatalité. Je pense qu'il y a un grand travail à faire sur les secteurs publics, surtout. Hein. Mais le secteur public, en Europe, c'est le premier secteur touché par les cyberattaques. Ouais. Par la suite, c'est selon l'ENISA. Et le deuxième service, c'est les prestataires. On est 24% en Europe. C'est énorme. Moi, j'invite tout le monde à considérer le sujet, à déjà se préparer. Être conscient déjà. Oui, la conscience c'est très important. De ne pas réfléchir uniquement au business, mais d'avoir la partie sécurité, qui faut considérer que la sécurité fait partie aujourd'hui des considérations à mettre en place lorsqu'on fait du business. Voilà. Donc, en tout cas, c'est super clair. Hein. Bah oui, moi, donc, si on résume un peu l'histoire, NIS 2, c'est une réglementation qui est faite par l'Europe. Oui. Donc tous les pays européens sont concernés. Chacun va l'adapter peut-être à sa sauce. Ouais. Donc elle est là pour que les secteurs, on va dire, qui sont importants pour la souveraineté d'État, il faut qu'ils respectent les normes, il faut qu'ils soient aux normes de sécurité qui sont recommandées, il faut qu'ils remontent s'il y a des attaques pour partager, on va dire, les vulnérabilités par tout le monde. Oui. Et elle est là pour normer, pas pour sanctionner. On sanctionne peut-être quand c'est les gens, pour les sociétés qui ne veulent vraiment pas suivre. Et il faut savoir, c'est pour le bien de tout le monde. Pour la protection des personnes, pour la protection des entreprises et du bien d'entreprises et des personnes. Voilà. On revient un petit peu à la base de la sécurité, confidentialité, authentification, disponibilité. Après, il y a aussi les personnes et les données personnelles des gens qui sont super importants. En tout cas, moi, je voulais vous remercier. Merci à toi parce que moi, je ne connaissais pas NIS à la base. Donc, c'est ça qui est bien dans ces podcasts. Chaque invité nous apprend des choses. Chaque épisode, on apprend beaucoup de choses. On est en formation à chaque fois. Franchement, un grand merci à toi. Pourquoi pas, en futur, on réfléchira, mais on vous fera une simulation d'attaque. J'aimerais bien. Tu veux moi, en fait, il faut savoir un truc. Je voulais être pentester et on m'a pas accepté. À chaque fois, il dit. À chaque fois, il le sort. À chaque fois. À chaque fois, il le sort. Tu sais, je me rappelle bien que tu avais ton pote là qui est au UK, j'ai oublié son nom. Abdelmajid. Abdelmajid. Ouais, on le salue d'ailleurs. On t'a envoyé un livre sur le pentest, etc. Ouais, mais bon. Mais on fera ça. J'aimerais bien le faire. D'ailleurs, ça tombe bien. Bon, on va dévoiler un secret. On prépare un format en fait qui va être plus orienté ça. D'accord. Petite surprise. Bon, on va pas en dire plus, mais en tout cas, je pense que ça va être super intéressant de. Mais on va le refaire avec ce genre d'épisode. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc, merci à vous, ceux que nous suivent aussi. Donc, abonnez-vous, commentez, partagez, et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao. Salut. Allez, au revoir.